Le crunch, cette violente rivalité avec nos voisins, ces fameux matchs France-Angleterre. Mais d'où vient le terme crunch en réalité? Pour moi, ça venait directement du terme anglais, crunch qui veut dire craquement, crissement. Perso, je trouve ça assez parlant, c'est-à-dire que le crissement ou les craquements lors des contacts. Pour ta culture générale, je me suis renseigné et en réalité, il y a un doute un petit peu sur l'origine du mot crunch. C'est un peu comme les surnoms au rugby. Au début, tu sais où ils viennent, et puis en fait, ça se perd au fil du temps, mais les surnoms, ils restent. Un surnom peut te poursuivre toute ta carrière, même toute ta vie. Alors, il y a deux théories sur les origines du crunch. La première, c'est que ça viendrait de la presse britannique qui aurait rendu ça célèbre dans les années 80. Le journal The Irish Times l'aurait employé dans plusieurs de ses articles pour caractériser les matchs entre français et anglais. Derrière ces mots, les journalistes, en fait, ils essayaient tout simplement de faire monter la pression entre les Français et les Anglais, pour donner des matchs un peu plus intenses. La seconde hypothèse, c'est que l'expression, elle vient d'un match ayant eu lieu en 1906 au Parc des Princes. C'était un match pour déterminer la suprématie de l'hémisphère nord entre la France et l'Angleterre. La France, elle s'était inclinée 35-8, elle avait pris une sacrée volée. Dans cette rencontre, l'opposition, elle aurait été affublée de ce surnom parce que ça sentait tout simplement la poudre. De toute façon, après leur avoir fait la guerre pendant 100 ans, il fallait bien trouver une expression qui caractérisait cette rivalité entre Français et Anglais. Mais maintenant, ce terme, il est ancré pour de longues décennies, et pour notre plus grand plaisir. On s'est affronté à 111 reprises, et j'ai été choqué d'apprendre que nous n'avions gagné que 44 fois, et les roast beef 60. Dans cette vidéo, on va revenir sur les 4 affrontements qui, pour moi, sont les plus légendaires entre la France et l'Angleterre. D'ailleurs, j'en profite pour passer une dédicace à Shilton. Shilton, c'est une marque de vêtements qui taille du S, du XS au 5XL et qui est sport chic, habillé tout simplement pour bien s'habiller. Moi qui suis élégant sur les fringues, ils me suivent depuis le début, donc là c'est même pas une collaboration commerciale que je fais avec eux, c'est tout simplement qu'ils m'envoient des habits et honnêtement ce petit polo moi je l'adore, il détermine le crunch. Et oui, on est fiers de représenter notre suprématie depuis 3 ans. Vous avez 10% sur leur boutique avec mon code UPRUGBY10 et vous trouvez le lien dans la description. On est parti dans cette vidéo sur les crunchs les plus marquants, mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu. Un gros merci à Mathieu, mon monteur, qui maintenant m'aide à rédiger parce que ça prend beaucoup de temps, le travail de recherche et de rédaction. Et un gros big up pour lui. Le crunch le plus violent. Un crunch violent? Non, non, c'est pas possible. Bien sûr que si, il y en a eu quelques paquets au cours du siècle dernier. Mais le quart de finale de 1991, c'est peut-être le pire. Je te remets dans le contexte. Les deux équipes, elles s'affrontent quelques mois plus tôt durant le tournoi des 5 nations. À l'époque, c'est le tournoi des 5 nations, l'Italie n'est pas encore rentrée dedans. Ce match, il est connu pour l'essai magnifique de Saint-André. Allez un peu, il trouve du soutien. Le mouvement peut continuer pour les Français. Campbell qui tape à suivre pour lui-même. Ils arrivent dans les 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. C'est un essai ça. Saint-André, et c'est entre les poteaux. Magnifique. Et la France qui prend l'avantage au score. Un des plus beaux de l'histoire du 15 de France. Malheureusement, c'est pas la France qui gagne le tournoi et les Anglais ils vont faire le grand chelem. Sûrement à cause d'une tricherie ou d'une escroquerie des roast beef. Quelques mois plus tard, les deux équipes se retrouvent au Parc des Princes pour leur première confrontation en Coupe du Monde. Pour rappel, la Coupe du Monde elle a été créée en 1987 et elle a lieu tous les 4 ans. La première édition est remportée par les Blacks et sur celle-ci, la France termine en première de son groupe, croise avec la poule des Anglais qui termine second après leur défaite contre les Blacks. La France elle est redoutable à cette époque et les bookmakers la donnent gagnante. Une équipe avec énormément de talent. Serge Blanco, Jean-Baptiste Lafont, Philippe Saint-André ou encore un certain Fabien Galtier. Cette équipe est un mélange d'anciens et de jeunes prometteurs. On se voyait déjà affronter l'Australie en finale, un peu comme à la Coupe du Monde 2023, mais un match reste un match. Et c'est pour cette raison que l'Angleterre va créer quelque chose pour battre la France. Le plan anti-Serge Blanco. Les Anglais, ils ont la culture du jeu au pied. On est émerveillé de voir à quel point ils sont capables d'être innovants pour créer un jeu horrible à regarder. Des chandelles, des coups de pied d'occupation, des coups de pied rasants, des drops, des pénalités. Mais qu'est-ce qu'ils sont efficaces? A priori moins maintenant, mais pendant de très longues années, ils ont fait partie des maîtres sur les jeux au pied. En réalité, c'est normal, c'est simplement une adaptation aux contraintes d'un milieu fluctuant. Tu te demandes si je peux pas arrêter de me la péter en employant des termes un peu compliqués? Bah écoute, je vais te la faire courte, tout simplement. Quand il flotte, et bah tu vas jouer chez l'adversaire au pied, t'évites de te faire des passes. En Angleterre, il flotte tout le temps, alors si tu veux gagner des matchs, t'as intérêt à t'entraîner au pied. Et oui, les caractéristiques d'une équipe sont souvent en rapport avec son environnement et sa culture. Toulon, durant longtemps, ça a été un jeu difficile avec de nombreuses bagarres et des débordements. Et oui, mais Toulon, c'est un port militaire et sans faire de caricature, ça fait partie de la culture locale. Bref, en 1991, l'Angleterre jouait déjà beaucoup au pied. Et sur un match qui sent la poudre au Parc des Princes, les Anglais tapent au moindre ballon récupéré. Le but n'est pas de jouer, mais de défendre ou plutôt de sectionner. Au moindre coup de pied,
où à la moindre chandelle, c'est un raz-de-marée blanc qui vient heurter le joueur qui récupère la balle. Et oui, heurter, c'était pas forcément des plaquages à l'époque. Le but, détruire physiquement et mentalement les Français, car on le sait, plus un joueur sera fatigué, moins il sera lucide et il prendra des mauvaises décisions. Et celui qui subira le plus la pression des Anglais, c'est le pauvre Serge Blanco, le prodige français. La stratégie est simple. Dès les premières minutes du match, les perfides Anglais vont monter 3 chandelles pour le dézinguer à la réception. Le but n'est pas de venir plaquer, mais de venir détruire. À une époque où l'arbitrage vidéo n'existait pas et où les parties de moulinette faisaient partie intégrante du jeu, ce n'était pas choquant. La protection des joueurs sur les contacts n'était pas la priorité. Ils vont venir foncer comme des bœufs sur Serge et même s'essuyer sur lui. Serge tombe dans le piège. Petit coup de poing sur Nigel Hislop, pénalité, 3 points pour les Anglais. C'est sale, mais efficace. Le match devient un champ de bataille. Il est tellement intense que le public fait monter le volume sonore et la pression. Les joueurs ne s'entendent plus. À la fin de la mi-temps, Serge Blanco est tellement touché qu'il est repositionné à l'aile. L'Angleterre domine 10-6 en ayant joué un seul ballon. En seconde mi-temps, on prend les mêmes et on recommence. Le match est d'une rare brutalité. Les joueurs passent plus de temps dans la bagarre qu'à jouer. On va assister même à un petit round entre Laurent Cabane et Rob Andrew. Mais la France est une équipe joueuse. Des avants féroces et une ligne de 3/4 avec des pattes. Les Français, qui sont d'habitude une équipe qui déplace le ballon, vont changer radicalement leur façon de jouer. Ils vont décider de jouer comme les Anglais, c'est-à-dire taper et encore taper, jusqu'à ce qu'une chandelle mal récupérée par des Anglais permette à Lafont, sur une passe de Fabien Galtier, de marquer un essai. Mais si ça marche un temps, on ne peut pas prendre les Anglais à leur propre jeu. Ils vont finir malheureusement par l'emporter sur un score étriqué de 19-10. La défaite est tellement grande que Daniel Dubroca, l'entraîneur des Bleus, va commettre l'irréparable et va aller s'en prendre à l'arbitre, le forçant quelques jours plus tard à démissionner. Au final, les Anglais sur ce match, ils ont réussi à détruire mentalement et physiquement la France, à l'image d'un crunch où tout est permis pour l'emporter. La remontada française. Tu connais ces matchs qui arrivent très rarement? Ces matchs où une équipe surdomine et écrase l'autre durant une mi-temps, tu t'imagines que tout est perdu, et puis ces joueurs qui ont un caractère hors du commun, ou même ces sportifs, parce que c'est pas que dans le rugby, qui refusent d'abandonner, inversent la tendance et commencent à revenir dans le match en mettant point après point. Et là, un match où tu ne croyais pas que c'était possible qu'une équipe l'emporte, ils reviennent et ils gagnent. On appelle ça une remontada. Ces fameuses remontadas qui n'interviennent que très peu, mais que tout le monde espère. Ce 1er mars 1997 contre l'Angleterre est l'une des remontada française. Peut-être pas la plus belle, mais une des plus marquantes. La France vient de remettre les pendules à l'heure. Après 8 défaites consécutives contre les British, ils viennent de signer 2 succès consécutifs. Mais si les victoires étaient en terre française ou sud-africaine pour la médaille de bronze à la Coupe du Monde 95, là c'était différent. On est à la 4e journée du tournoi des 5 nations. La France va à Twickenham, le temple du rugby anglais. Cette forteresse imprenable, elle n'a pas gagné dans ce stade depuis 10 ans. La France est sur une période de transition. La fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Il y avait des vétérans en fin de carrière, comme Laurent Cabane, Guy Akoseberi, des joueurs qui allaient tirer le rideau, raccrocher les crampons après une vie à barouder sur les terrains. Et de l'autre côté, des jeunes en manque d'expérience internationale comme Philippe Carbonneau, Laurent Le Flamand ou encore Christophe Lamaison, surnommé plus tard Titou. La veille du match, les jeunes décidèrent, peut-être pour faire retomber la pression, de sortir boire quelques bières. En 1997, le rugby est en pleine transition avec le passage au professionnalisme. Vous imaginez bien que les quelques bières la veille du match étaient moins réglementées. Et c'est dans cette ambiance de stress que le match va commencer. Assez rapidement, les Bleus vont mettre la pression aux Blancs et Rouges avec un dégagement contré par David Venditti, ce qui va amener à une touche anglaise dans leur camp. Les Bleus seront récompensés en ouvrant le score avec une pénalité. Mais le reste de la première mi-temps ne sera pas aussi rose. Contrairement au match de 1991, on est sur un match de rugby avec un grand R. Le jeu a évolué. Le temps de jeu effectif augmente, ça alterne entre du jeu pénétrant, du jeu déployé, des chandelles, des dégagements, ça tente même des drops. Titou Lamaison d'ailleurs en mettra un. Les deux équipes seront de coup pour coup, mais vous connaissez le style anglais. À la moindre fente, ils viennent pour mettre des points et être sanctionnés. Mais surtout, ils vont réussir à creuser l'écart jusqu'à la mi-temps. C'est Laurence Dallaglio, célèbre capitaine anglais, qui va marquer le premier essai du match sur une magnifique percée. À la fin de la première mi-temps, les Anglais mènent 14-6. La mi-temps est généralement le moment où on règle les soucis, mais là ce sont les Anglais qui règlent leurs soucis et qui reviennent avec les mêmes intentions à la sortie du vestiaire. Drop et pénalité, les Anglais mènent 20-6. Ils défendent et les Français n'arrivent pas à trouver de brèche, le chrono défile. On arrive au milieu de la seconde mi-temps et le match s'annonce comme étant déjà fini. Sauf que pour la France, il va commencer maintenant. Alors que l'expérience des anciens ne suffit pas, c'est bel et bien les jeunes qui vont raviver la flamme à la 62e minute. Lamaison, avec seulement 4 caps, va, après une combinaison de passes, taper au pied sur l'aile droite, laissant le Flamand jouer un 50-50 avec l'ailier Tony Underwood
sur lequel il réceptionnera la balle. Le Français gagnant le duel, il arrache la balle de son vis-à-vis avant d'aplatir. Et là, le match est relancé. Notre capitaine, le numéro 8, Abdelatif Benazi, sort sur blessure, forçant le talonneur Marc de Rougemont, avec moins de 5 sélections en équipe de France, à devoir prendre la place en numéro 8. Et il n'est pas le seul de la 3e ligne qui va laisser sa place, car Fabien Pelouse laissera au même moment sa place à Richard Castel, un jeune, et tout va partir de ces jeunes. Alors que Rougemont enchaîne les plaquages dévastateurs, c'est sur un ballon au sol créé par un pilonnage des jeunes Castel et Tourner que les Français vont récupérer la balle, et sur une passe laser de Alain Penaud, la maison va marquer. Le score est de 20 partout et quelques minutes plus tard, à la 75e minute, la maison offre les 3 points de la victoire. Au final, même en devant changer complètement la disposition de son équipe, même en mettant des jeunes peu expérimentés à ce niveau-là et perdant de 14 points, tout est possible. Les Français ont réussi ce qui est une de leurs plus belles remontadas contre les Anglais. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est que quand tu fais passer ton talon en numéro 8, ça peut matcher, n'est-ce pas monsieur Movaka? Le rêve brisé. À plusieurs reprises, dans l'histoire du 15 de France, on s'est dit ça y est, on peut être champion. On a l'équipe pour être champion du monde. Malheureusement, je pense que je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. Des défaites en finale, on en a connu, des désillusions en demi-finale et même avant. On peut le mettre tantôt sur les joueurs, tantôt sur l'arbitre, tantôt sur le coach, mais la réalité elle est là. On n'a jamais gagné la Coupe du Monde. En 2007, la Coupe du Monde a lieu à la maison. Nous nous faisons doucher sur le match d'ouverture contre l'Argentine et nous finissons deuxième de poule. Nous affrontons les terribles Blacks en quart, mais depuis 99, nous savons que nous sommes capables du meilleur comme du pire. Dans un match épique, nous l'emportons 20-18. Mais la complexité est de réussir à continuer à performer après un résultat. C'est extrêmement compliqué. À chaque fois qu'on a battu les Blacks, on a perdu derrière. Non, pour moi, il faut citer l'une des plus grosses déceptions de notre 15. Ce n'est pas une finale, mais une demi-finale. On a une équipe de barjots. Raphaël Ibanez au talon, Sébastien Chaval qui se retrouve en 2e ligne, en 3e ligne Serge Bessen et un Thierry du Sautoir, Frédéric Michalak, Jean-Baptiste Elissade, Vincent Clerc à l'aile. On a une équipe 5 étoiles. On a été champion du 6 Nations en 2004, 2006 et 2007. On est favori pour jouer les Anglais. Une équipe d'Angleterre championne du monde, certes, et surtout 5 étoiles avec elle aussi Phil Vickery, Simon Shaw, Jason Robinson et bien évidemment Johnny Wilkinson. On va avoir affaire à l'un des plus beaux crunchs, c'est sûr. Le match commence avec l'engagement français de Lionel Boxis. Yannick Josion essaye directement de récupérer la balle dans la chute, mais il fait un en avant. Bon, ce n'est pas grave, première mêlée, on va pouvoir tester les gros. La mêlée commence, elle s'écroule, on la refait. Et cette fois, bras cassés contre la France. Et là, bizarrerie, perfiderie sûrement. Le 9 anglais joue vite le ballon. Il donne à Nick Easter, le numéro 8 talentueux. Il joue sur les gros, quelques rucks et Go Marshall tape chez nous. La balle va dans nos 3 mètres. Le rebond surprend Damien Traille, notre arrière. Et Josh arrive à pleine vitesse et marque en 1 minute 20. Waouh! Alors que ce match s'annonçait comme un match de fou où on était sur du 50-50. La France en 1 minute 20 et 3 erreurs, faut le dire. Un en avant, un bras cassé et un ballon pas réceptionné vient rompre la promesse. Pourtant, à la fin de la mi-temps, on mène 6-5 grâce à 2 pénalités de Lionel Boxis. Et on va même élargir encore plus le score à la 43e en dominant 9-5. Et ça, on le doit à une domination impressionnante devant. On domine les mêlées, on enfonce les roast beef, sachant que Pelouse se blesse, donc on fait rentrer Chabal. Et à l'arrière, c'est pareil, des grosses pointes de trail, des chandelles de aimant. On met une grosse pression aux Anglais, mais à force d'attaquer sans jamais trop scorer, à un moment, le match il bascule. On le voit en deuxième mi-temps, on défend beaucoup moins, on trouve moins de mètres sur les ailes, les joueurs n'en peuvent plus, à l'image de Chabal à la 78e minute. Et même si on avait sur le banc des joueurs comme Frédéric Michalak, Christophe Dominici, Swarziski, et c'est le banc des Anglais qui fera le travail. Les mêlées ne progressent plus, en maul, on n'est pas terrible, et si on ne se fait pas siffler, on recule, on se fait gratter et on commet beaucoup de fautes. À la 74e minute, il y avait 9-8 pour la France. Et c'est dans les dernières minutes qu'on craque et qu'on perd 14-9 à cause de 2 pénalités à la 74e et 78e. Faut le dire, c'est une défaite extrêmement frustrante. Dans le jeu offensif et défensif, la France a été au-dessus, mais ça suffit pas pour gagner les matchs en phase finale. Et même si Johnny Wilkinson n'a pas été dans un grand jour, un buteur fiable reste un buteur fiable. Une victoire historique. Sûrement la plus belle victoire que j'ai eu l'occasion de voir de l'équipe de France de rugby contre l'Angleterre et même en règle générale. Parce que dans le jeu, on a over-dominé les Anglais sous la pluie, mais également parce que c'était à Twickenham chez les Anglais. On est en plein 6 Nations, c'est la 4e journée et on se déplace à Twickenham. La stat qu'il faut retenir, c'est qu'avant ce match-là, ça fait 15 ans qu'on n'a pas gagné à Twickenham. Depuis 2007 pendant un test match. Et malheureusement, pour espérer gagner 6 Nations, on est obligé de gagner là-bas. On a perdu contre l'Irlande à la seconde journée, l'Irlande qui était première du classement
classement IRB à ce moment-là, et si on veut garder une chance, faut l'emporter. Sachant qu'à cette époque-là, l'Angleterre est en transition, avec le départ d'Eddie Jones, leur ancien entraîneur. Elle n'est pas au meilleur de sa forme, elle a encore perdu contre l'Écosse à domicile 29-23. Nous, on aligne une équipe de baisers. Baye, Marchand, Aldeguerri, Flamand, Willem C, Cross, Olivon, Aldric, Dupont, Ntamak, Dumortier, Danty, Ficou, Penaud et Ramos. Que des joueurs au meilleur de leur forme. On était prêts pour gagner et je vais pas créer de suspense. On leur a mis une branlée. On leur a mis un 53-10. Dès les 2 premières minutes, on a mis un essai. On a la balle, quelques passes, Olivon attaque la ligne, une passe au contact à Flamand qui fait une passe à Dumortier qui court 50 mètres avant de donner à Ramos qui marque le premier essai. 1 minute 46. Ça, c'est une entame. Et on a mis 6 essais ensuite contre un seul des Anglais. On les a mangés dans tous les secteurs de jeu. En mêlée, sur les ballons portés, sur les contre-attaques, avec des petits jeux au pied par-dessus. On est intouchable. Un essai de Ramos et un doublé de Olivon, Flamand et Penaud qui finira meilleur marqueur du tournoi. Et pourtant, les stats laissent supposer que le match était assez serré. Les Anglais ont plaqué 111 fois contre 108 pour nous. Ce n'est pas une énorme différence. Et au final, ils voient la balle plus en seconde mi-temps, mais en revanche, ils n'ont pas réussi à scorer. Et oui, les Anglais ont plus attaqué que nous. Mais les Français étaient juste trop forts. Une défense impénétrable. Littéralement, 1 point pris à chaque entrée dans les 22 mètres pour les Anglais, contre 4,1 points pris pour les Français. Et inversement, les Français sont rentrés dans cette défense comme dans du beurre. On parle de 9 franchissements. Thomas Ramos, le buteur exceptionnel qui fait un 8 sur 9. Un centre qui te gratte 2 ballons. 23 joueurs à leur meilleur niveau. La plus grosse victoire à Twickenham, elle datait de 1951 et c'était un gros score. Attention, 11-3. Et ça va même au-delà de ça, c'est-à-dire que là, c'est la plus grosse défaite que les Anglais ils ont subie dans toute leur vie internationale. Ils avaient pris en 2008 un 42-6 par les Box. On aura dû attendre la 110e rencontre entre la France et l'Angleterre pour leur mettre une vraie branlée. Les crunchs sont toujours épiques, mais certains d'entre eux rentrent dans la catégorie légendaire. C'est un nouveau format que je teste parce que c'est ce que je vous l'ai dit, je vous ai dit, je m'intéresse beaucoup à l'histoire du rugby. On essaye d'amener des nouveaux concepts. Si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, etc., n'hésitez pas à le dire, à mettre un petit pouce et à vous abonner pour remercier du travail. Si vous voulez une deuxième vidéo sur les crunchs, c'est avec plaisir. S'il y en a qui veulent m'aider aussi à écrire les scripts parce que ça prend du temps, le travail de recherche. On est quelques-uns déjà à le faire et d'ailleurs merci à Mathieu et Kelly qui m'aident. Et bah c'est avec plaisir, vous savez où me contacter. Allez, ciao ciao.